Adama n'avait que 14 ans lorsqu'elle vivait dans la rue, invisible aux yeux du monde. Un homme en costume, Massa, lui tend la main, lui promet un avenir, mais ce geste cache un pacte sombre. Pour devenir riche, il l'offre vivante à un marabout, comme une marchandise sans nom, en échange de succès. Adama survit, brisée, et trouve refuge auprès d'une femme stérile qui la rebaptise Sira, celle qui revient. Des années plus tard, elle découvre que Massa est devenu un homme puissant, respecté et admiré. Alors elle revient, non pour tuer, mais pour faire tomber le masque. Avec une photo, une boucle d'oreille, et une vérité trop longtemps enterrée, elle expose son bourreau devant le monde. Massa perd tout. Mais Sira ne cherche ni gloire ni vengeance. Elle veut juste vivre en paix. Aujourd'hui, elle vend des objets oubliés dans un marché pauvre, transformant les cendres de son passé en gestes de bonté. Et quand une fillette affamée s'approche d'elle, elle lui tend la main, comme un rappel. La vraie richesse, c'est ce que l'on rend au monde, pas ce qu'on lui vole. Et Massa, devenu mendiant, n'a plus que son regard pour se souvenir de ce qu'il a détruit, et de ce qu'il n'a jamais su aimer. Le vent souffle entre les immeubles gris. Les gens passent, pressés, regardant leur téléphone, évitant les flaques d'eau sale et les mendiants allongés contre les murs. Mais au pied d'un porche, sous un carton détrempé, une silhouette ne bouge pas. C'est Adama, une fille d'accent grave peine 14 ans. Son visage est maigre, ses yeux sont grands et vides. Elle tient un sac plastique contre elle, son seul bien. Ses cheveux sont emmêlés, ses lèvres gercées. Elle ne parle à personne. Elle survit. Une vieille vendeuse de beignets, assise non loin, lui tend parfois un peu de mille chaud, sans mots. Adama prend, hoche la tête en silence, puis replonge dans le néant de ses pensées. Un jour, un homme en costume s'arrête de l'autre côté de la rue. Il la fixe longuement. Il s'appelle Massa. Il a l'air riche, propre, souriant. Mais son regard n'a pas de chaleur. Juste, une idée. Le lendemain, il revient. Il s'accroupit devant Adama et lui dit doucement. « Massa, tu n'as pas froid? Viens. J'ai de la nourriture, un lit, si tu veux. Je veux juste t'aider. Tu es trop jeune pour dormir dans la rue. » Adama le regarde, méfiante. Mais la faim est plus forte que la peur. Elle se lève. La voiture de Massa est noire, brillante, climatisée. Adama n'a jamais mis les pieds dans un tel véhicule. Elle s'enfonce dans le siège, sans oser parler. Elle garde son sac plastique sur ses genoux comme un trésor. « Massa, tu verras, tout va changer pour toi. Tu as juste besoin d'un peu de chance, et de quelqu'un comme moi. » Il roule longtemps. Pas vers la ville, mais vers la périphérie. Les rues deviennent plus désertes, plus silencieuses. Le soleil se couche. Adama serre son sac. Elle regarde les portes verrouillées. Trop tard pour descendre. Ils arrivent devant une maison sans fenêtre, au portail rouillé. Massa sort et ouvre. Adama entre timidement. L'intérieur est vide. Pas de canapé, pas de télévision. Juste un matelas au sol, une chaise, une bassine. Massa. C'est ici que tu vas rester. Tu vas te laver. Je reviendrai demain avec de beaux vêtements. Mange. Repose-toi. Tu es en sécurité. Il dépose une assiette de riz tiède. Puis il sort. La porte se referme derrière lui. De l'extérieur. Adama essaie la poignée. Rien. Fermé. Ses mains tremblent. Elle regarde la pièce, puis s'effondre sur le matelas. Une larme coule. Elle ne dit rien. Mais au fond de son ventre, quelque chose s'effondre, ce n'était pas un sauvetage. C'était un piège. La nuit tombe sans bruit. À l'intérieur de la maison, Adama n'a pas fermé l'œil. Elle a attendu. Espéré que ce soit un malentendu. Mais à l'aube, la porte s'ouvre. Ce n'est pas Massa qui entre. C'est un vieil homme au regard perçant, drapé dans un grand boubou noir. Il tient un sac rempli de poudre, de cordes, d'amulettes. Derrière lui, Massa arrive, souriant. Massa. Elle est prête. Fais ce qu'il faut. Adama recule. Le vieux s'approche, lui rase brutalement la tête avec une lame, trace des signes au sol avec de la craie noire. Il murmure des mots qu'elle ne comprend pas. Elle crie. Massa la tient fermement. On lui arrache son sac plastique. Dedans, une vieille boucle d'oreille rouillée. Celle de sa mère. Le marabout la prend et dit. Le marabout. Ce sera l'objet d'attache. Elle ne doit pas mourir, mais elle ne doit plus exister. Elle sera ni vivante, ni libre. Juste ton prix. Massa s'agenouille, le front au sol. Il prononce une promesse, les mains sur un crâne d'animal. Massa. Je donne ce qui m'est étranger, pour recevoir ce qui me manque. Un feu s'allume au milieu de la pièce, sans bois, sans étincelle. Le marabout jette une poudre rouge. Adama s'évanouit, suffoquée. Quand elle rouvre les yeux, elle est seule. La pièce est vide. Elle sent quelque chose de froid autour de sa cheville, une chaîne. Et dans le silence, elle comprend, elle a été donnée, comme une offrande.
Quelques mois ont passé. Massa marche sur un tapis rouge. Des flashs l'aveuglent. Des journalistes l'encerclent. Il vient de lancer une nouvelle entreprise qui cartonne. On l'appelle l'homme parti de rien. Il sourit, serre des mains, monte dans une voiture de luxe. Tout le monde l'admire. Mais la nuit, c'est autre chose. Dans sa villa, il s'éveille en sursaut. Trempé de sueur. Des cauchemars. Toujours les mêmes, un cri dans l'obscurité, une fille sans visage, et une boucle d'oreille ensanglantée qui tombe à ses pieds. Il essaie de les ignorer. Il paie des marabouts pour le protéger. Il construit des écoles pour les pauvres, comme pour se racheter. Mais l'ombre le suit. Un soir, alors qu'il se regarde dans le miroir, il remarque une silhouette derrière lui. Une fille, pieds nus, crâne rasé, le regard vide. Il se retourne. Personne. Il jette le miroir par terre. Massa, à lui-même. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Elle n'était qu'une fille de la rue. Mais il sent que quelque chose a changé. L'argent coule à flot, mais son âme, elle, commence à se noyer. Massa retourne dans son village natal, espérant fuir ses visions. Là-bas, les gens le reçoivent comme un roi. Il distribue de l'argent à la mosquée, offre des sacs de riz, embrasse des enfants. Mais ses nuits restent froides. Une nuit sans lune, il se promène seul, guidé par une angoisse sourde. Ses pas le mènent près d'un vieux puits abandonné, au bord du champ des ancêtres. Il s'en approche. Il penche la tête. Et là, une voix monte des profondeurs. Voix, faible, brisée. Tu n'as pas payé. Tu crois avoir gagné, mais tu es toujours redevable. Il recule, affolé. Il regarde autour, rien que le silence du vent. Mais la voix reprend, plus proche, plus humaine. Voix. Je suis en bas, mais je remonte. Massa court, paniqué. Il frappe à la porte du vieux marabout. Quand celui-ci ouvre, Massa est en larmes. Massa. Tu m'as menti. Elle me parle. Elle me suit. Je ne dors plus. Dis-moi ce que j'ai fait. Le marabout allume une chandelle, observe les flammes, puis dit. Le marabout. Tu n'as pas offert une morte. Tu as offert une vie, qui n'était pas à toi. Tant qu'elle respire, ton pacte est en déséquilibre. Et le déséquilibre, finit toujours par tomber. Massa tremble. Il comprend, Adama est vivante. Et elle revient. L'enfant disparu. Adama a survécu. Le soir du rituel, un voisin, un vieil homme sourd qui nourrissait les chèvres a entendu des cris. Il a forcé la porte après le départ de Massa. Il a trouvé Adama inconsciente, enchaînée, rasée, brûlante de fièvre. Il l'a détachée, portée dans ses bras, et l'a confiée à Fanta, une femme stérile qui vivait à l'écart, rejetée par le village. Fanta a soigné Adama en silence. La jeune fille, traumatisée, ne parlait plus. Elle avait oublié son propre prénom. Fanta l'a appelée Sira, celle qui revient. Les années passent. Sira grandit, discrète, silencieuse, le regard toujours loin. Elle apprend à coudre. Elle crée de belles robes qu'elle vend au marché. Personne ne connaît son histoire. Même Fanta, qui l'aime comme sa fille, ne sait pas toute la vérité. Un matin, en dépliant un vieux journal donné pour emballer du poisson, Sira voit une photo. Un homme en costume, sur une estrade, souriant. Massa. Elle ne tremble pas. Elle ne pleure pas. Elle prend simplement une boîte en fer sous son lit. Elle y range la photo, puis ajoute sa vieille boucle d'oreille retrouvée un jour dans un sac de vieillerie. Et dans un souffle, elle murmure. Sira. Il est temps. Le retour du sang muet. Sira quitte la maison à l'aube. Fanta dort encore. Elle ne laisse pas de mots. Juste une robe cousue à la main, posée sur la chaise, et la moitié de ses économies. Le trajet jusqu'à la grande ville est long, poussiéreux, silencieux. Dans sa boîte en fer, la photo de Massa, la boucle d'oreille, et un morceau de tissu taché de sang, celui de la nuit du rituel. Rien de plus. Arrivée en ville, Sira se fait embaucher comme aide-cuisinière dans un grand hôtel. Elle ne parle pas beaucoup. Elle écoute. Et surtout, elle observe. Elle apprend les habitudes de Massa, ses déplacements, les événements où il est invité. Elle l'aperçoit un jour, de loin, au bras d'un ministre. Son cœur se serre, mais elle ne détourne pas les yeux. Le soir, seule dans sa petite chambre, elle sort la boîte. Elle la regarde longuement. Puis elle dit tout bas. Sira. Je ne veux pas te tuer. Je veux que tu vives, avec ce que tu as fait. Son plan n'est pas de se venger avec violence. Elle veut que le monde voie. Que Massa tombe sous les yeux de tous, non par le feu, mais par la vérité. Et la vérité sur la table. Une grande soirée est organisée dans un hôtel de luxe. Un gala de charité. Massa est l'invité d'honneur. On l'appelle le bienfaiteur des enfants des rues. Ironie cruelle. Les flashs des caméras crépitent. Les journalistes le félicitent. Les invités l'applaudissent. Dans la cuisine, Sira porte un uniforme de serveuse.
Elle avance calmement, tenant un plateau d'argent. Sur le plateau, une enveloppe noire. Dessus, inscrit à la main, pour massacre personnel. Elle traverse la salle. Le cœur froid. Le regard droit. Elle s'approche de lui. Syrah, doucement. Un colis pour vous, monsieur. Très important. Massa la regarde à peine. Il prend l'enveloppe, continue de sourire aux invités. Il l'ouvre machinalement, puis se fige. À l'intérieur, une photo d'Adama, crâne rasé, les yeux suppliants. Une boucle d'oreille rouillée, attachée avec un fil rouge. Un mot, écrit d'une main tremblante. Je suis encore vivante. Tu n'as rien payé. Massa devient livide. Il laisse tomber l'enveloppe. Les invités le regardent, surpris. Une journaliste capte la scène en direct. Le malaise est visible. L'ambiance change. Des murmures s'élèvent. Massa quitte précipitamment la salle. Mais Syrah reste là, droite, silencieuse. Son message est passé. Le scandale éclate comme une gifle publique. La vidéo du malaise de Massa fait le tour des réseaux. Des internautes remarquent la photo tombée au sol, la boucle d'oreille, le mot. L'enquête commence. Des voix s'élèvent. On questionne ses débuts, ses silences, ses œuvres caritatives. Mais la vérité ne vient pas d'un journal. Elle vient de Syrah, qui décide de parler. Dans une salle communautaire modeste, avec une caméra posée sur un trépied, elle s'assoit face au monde. Elle regarde l'objectif sans trembler. Syrah, voix calme, posée. J'avais 14 ans. Je dormais dehors. Il m'a approché avec un sourire. Il a promis de m'aider. Puis, il m'a vendu. Pas pour de l'argent. Pour devenir riche. J'ai été rasée. Enchaînée. Offerte comme on offre une chèvre. Je suis restée vivante. Et c'est ça, son erreur. La vidéo devient virale. Massa tente de nier, mais trop d'éléments sortent. Les témoins du village, le vieux marabout, même Fanta qui confirme avoir recueilli une enfant à moitié morte. Les preuves s'assemblent. Massa perd tout, ses entreprises, ses appuis, sa réputation. Mais surtout, il perd le contrôle. Un jour, il reçoit une lettre. De Syrah. Elle dit « Je ne veux pas ta mort. Je voulais que tu te regardes. Et que tu vois ce que tu as été. Maintenant, tu vis avec ça. Moi, je recommence à vivre. » La marchande de cendres. Les années ont passé. Dans un quartier poussiéreux de la ville, un petit marché vit entre les tôles et les cris. Une femme est assise sous une bâche trouée. Elle vend des objets récupérés, réparés, recousus. Des restes oubliés par les riches, qu'elle transforme en choses utiles. On l'appelle la marchande de cendres. C'est Syrah. Elle vit simplement, sans bruit, sans gloire. Elle n'a pas cherché la justice dans les tribunaux. Elle a choisi le pardon. Pas pour excuser, mais pour respirer. Un matin, une fillette s'approche timidement. Elle tend la main, sale, affamée. Syrah lui donne une galette chaude et un petit bracelet en perles abîmées. Syrah, souriant doucement. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est à toi maintenant. De l'autre côté de la rue, un mendiant en loques regarde la scène. Il a les yeux cernés, la barbe longue, la démarche lente. Il reste dans l'ombre. C'est Massa. Ils se croisent du regard. Il baisse la tête. Elle ne détourne pas les yeux. Elle ne sourit pas. Elle ne parle pas. Mais dans ce silence, il comprend. On ne devient jamais riche en volant l'âme d'un enfant. Syrah, elle, est redevenue humaine. Et le monde, lentement, apprend à se souvenir. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle a touché quelque chose en vous, si elle a réveillé un souvenir, une émotion, ou simplement un peu d'espoir. Abonnez-vous. Pas seulement pour une vidéo de plus. Mais pour continuer ensemble ce voyage à travers des récits oubliés, des vérités humaines, et des silences qui parlent plus fort que les mots. Votre écoute donne vie à ces histoires. Merci d'en faire partie.